Allez, comme convenu, on prend donc la direction de Noailles, capitale du chrysanthème et de l'histoire également ce week-end. En costume d'époque, les brigands du bocage ont proposé plusieurs animations autour des guerres de Vendée. Reconstitution de l'insurrection, on a perpétué le souvenir ce week-end. Voilà le reportage de Pierre Genevray. Nous sommes en mars 1793, sur un chemin non loin du château de la Cuisière à côté de Nuaillé. Un petit contingent de soldats royalistes s'apprête à entrer dans la forêt. À tout juste quelques pas de ceux-ci, un éclaireur républicain signale la présence des soldats au reste de la troupe. Les Blancs ne le savent pas encore, mais ils viennent de tomber dans une embuscade. C'est tout un pan de l'histoire vendéenne qui s'est joué ce week-end à Nuaillé. Enfin joué, plutôt rejoué dirons-nous, avec cette mise en scène d'une embuscade qui aurait pu très bien se passer de cette façon. L'an dernier, les brigands du bocage avaient axé leur reconstitution sur le personnage d'Henri de la Roche-Jacquelin, l'un des chefs de l'armée vendéenne. Cette année, c'est au tour du Lorrain Jean-Nicolas Steuflet, interprété par un autre Nicolas, très attaché à ce personnage. J'ai une affection particulière pour ce personnage, c'est mon chef vendéen préféré. Lorrain d'origine, venu en Vendée en tant que garde-chasse du comte Colbert de Maulivrier. Et il s'est engagé dans l'insurrection vendéenne dès le début. Il a pris la tête des insurgés de Maulivrier et des environs, dès les premiers jours de mars 93 au moment de l'insurrection. Et comme il avait des compétences militaires, c'est pour cette raison que les paysans du coin sont venus le chercher, il les a accompagnés à leur tête pour les premières batailles. Voilà pour le point histoire sur ce personnage. Sachez aussi que c'est lui qui par la suite deviendra le commandant en chef de la grande armée d'Anjou, pour vous donner un ordre d'idée de l'importance du personnage. Mais revenons un instant en 2013 et intéressons-nous aux costumes portés pour cette bataille. Des vêtements qui ne sont pas des déguisements, mais de véritables copies des tenues de combat du 18e, avec plein de petits détails. Nous avons des costumes de républicains pour les batailles, donc les républicains, que l'on appelle les bleus, et des costumes de blancs, donc les brigands. Alors le détail du Sacré-Cœur, il portait le Sacré-Cœur puisqu'il se défendait pour Dieu et pour le roi. Donc il portait le Sacré-Cœur sur la poitrine lors des combats et lorsqu'il se déplaçait. Même les armes sont des répliques d'époque, alors rassurez-vous, ce soldat ne va pas tirer avec ce fusil de 1777, il est complètement démilitarisé. Des costumes et des armes qui permettent de prendre toute la mesure de ce que pouvait être la guérilla menée à l'époque, car les guerres de Vendée n'étaient pas seulement des conflits frontaux à grande échelle, elles prenaient parfois la forme de guerres d'embuscade, finalement très similaires à nos conflits contemporains. C'est le Vendéen, le blanc, qui maîtrise son territoire, le territoire, et le bleu qui est l'intrus qui essaye de rentrer, de faire éclater ce territoire, de l'ensanglanter. Eh bien, le bleu est en infériorité tant qu'il est seul, tant qu'il est en groupe limité. Le jour où il y a un système de mise en place avec tout ce que cela sous-entend, notamment ce qu'on appelle le plan masse, il devient, grâce à la loi du nombre et grâce aussi à la technique supérieure, et là c'est le massacre. Nous retrouvons les mêmes contextes dans un certain nombre de pays. L'image qui me paraît la plus juste, c'est l'Afghanistan, où les Afghans maîtrisent parfaitement leur territoire et mènent à la fois une guerre de soldats, mais aussi une guerre de guérilla. Et ces reconstitutions, c'est aussi un bon moyen de faire son devoir de mémoire pour se souvenir que ces guerres de Vendée ont coûté très cher à la France, surtout quand le total se compte en milliers de vies humaines. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité tous les soirs de la semaine à notre journal quotidien.